Bonjour, bonjour à tout le monde et à toutes. Très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter ce webinaire sur la médiation ensemble avec Jérémy. On va pendant une petite heure vous entretenir sur la médiation et la raison de notre enthousiasme sur le sujet. Ce webinaire s'inscrit dans la volonté de More d'aider ces entrepreneurs en leur proposant des, euh, des webinaires sur des sujets d'actualité diverses, socio-économiques, juridiques et fiscales. Euh, donc voilà, on est là pour ça. Je suis très heureux de pouvoir faire ça, comme je disais, avec vous et avec Jérémy. Peut-être juste, je vois que ma vidéo n'est pas allumée. Attendez, voilà, c'est OK? Voilà, voilà. Excusez-moi pour ce petit malentendu. Donc voilà, ben, enchanté d'être là en tout cas. Et je voulais peut-être juste encore vous communiquer que aussi bien moi que Jérémy avons suivi notre formation en néerlandais. Donc il se pourrait que pendant le webinaire, de temps en temps, on cherche un mot. Donc veuillez nous en excuser. Peut-être pour démarrer brièvement, vous expliquer comment je suis arrivé à la médiation. C'est un peu par le hasard la vie, mais c'est souvent comme ça dans la vie. Je me souviens, pour la petite histoire, que quand j'ai débuté ma formation il y a quelques années, ben, il fut un moment, je crois, après le quatrième jour, où j'étais perdu. Je savais pas très bien ce que je faisais là dans cette formation qui était organisée par Medif et qui était surtout centrée sur la pratique. Donc, on était très vite dans des jeux de rôle. Et je me suis très vite senti perdu parce que c'est des énergies, c'est souvent ce qu'on ressent en médiation, c'est des énergies négatives. Et on n'a pas toujours l'habitude de se mouvoir entre des parties en conflit. Mais j'ai continué parce que j'ai ressenti une force énorme de se mettre de temps en temps dans une position de vulnérabilité et de rechercher le sous-jacent. Donc, voilà ce qui a fait que j'ai continué ma formation. Et je suis donc un très grand fan de la médiation. Donc voilà, je propose à Jérémy de nous expliquer peut-être comment il est arrivé à la médiation et puis d'introduire le premier point du webinaire. Merci. Merci Olivier pour la excellente introduction de ce webinaire. Donc, je me présente brièvement, vu que le temps est assez limité. Donc, moi, j'ai 10 ans d'expérience au barreau de la Flandre occidentale, mais vous pouvez me trouver au cabinet de Bruxelles, Gand et Courtrai. Donc, je suis très joignable à tous ceux qui veulent me poser plus de questions concernant la médiation. Euh, dans la vie professionnelle, je suis actif dans le corporate et le M&A. Et en fait, c'est une matière où on voit qu'il y a beaucoup de litiges, des conflits entre administrateurs, actionnaires, et administrateurs entre eux et dans le contexte B2B. Et en fait, là, on avait vu dans toute l'équipe en fait que les procédures de la façon dont nous la connaissons tous euh, ne portent souvent pas la meilleure solution pour un tel conflit. Et c'est de là en fait que j'ai eu l'intérêt à suivre une formation afin de devenir médiateur agréé. Euh, et c'est peut-être déjà tout de suite un point qu'on voulait faire aussi, c'est qu'au niveau de mort, on voit en fait l'intérêt de la médiation comme un moyen de résoudre des conflits à tous les niveaux. Euh, et je pense que la preuve en est déjà du fait que Olivier et moi-même nous faisons cette présentation. Olivier qui est euh, expert comptable et moi-même qui est avocat. Mais on voit aussi que, par exemple, les réviseurs d'entreprise portent également attention à la médiation. Donc, je pense que c'est là est significatif au niveau de mort. Peut-être juste pour compléter l'introduction, euh, donc on voulait vous annoncer qu'il y a une possibilité de poser des questions via la fonctionnalité Q&A. Donc n'hésitez pas à nous contacter via ce moyen-là. C'est également possible via mail si vous avez des questions à ce sujet ou par téléphone. Donc il y a nos numéros de téléphone respectifs. Donc contactez-nous. Euh, à la fin, on va vous envoyer également
un questionnaire afin d'évaluer la présentation, à la suite duquel vous recevez également un replay. Donc, vous pouvez revisionner la présentation qu'on vous donne et les slides de la présentation. Voilà, donc là, vous avez nos données de contact sur lesquelles vous pouvez nous contacter. Et là, j'ai la présentation qui n'avance pas. Petit aparté technique. Et voilà, je pense que ça va démarrer. Voilà, très bien. Voilà, donc petit souci technique. On est juriste, pas technicien. Donc, donc là, vous voyez en fait le programme d'aujourd'hui. Dans quelques points, en fait, on veut vous donner un cadre de la médiation afin d'espérer à vous convaincre des intérêts de la médiation. L'introduction, elle a été faite. Le deuxième point est, c'est quoi en fait la médiation? Ensuite, Olivier va vous informer sur le processus de la médiation. Dans un quatrième point, on va discuter donc des avantages de la médiation. C'est conjointement qu'on va vous les présenter. Ensuite, il y a le coût de la médiation. Et finalement, il y a également lieu à vous répondre à des questions si vous en avez déjà. Mais comme je vous ai déjà dit, vous pouvez bien évidemment les demander après la présentation également. Donc, le premier point est, c'est quoi en fait la médiation? La médiation, en fait, on va en parler quand il y a deux ou plusieurs parties qui sont confrontées à un conflit. Donc, il s'agit de deux parties qui ont un intérêt qui est contradictoire à première vue. Ce qui est important, c'est que la médiation est une alternative aux procédures judiciaires qui est légalement prévue. Donc, elle est inscrite au code judiciaire et c'est quand même important vu que le code judiciaire nous donne en fait un cadre strict. Donc, c'est bien encadré et ce n'est pas juste une façon de régler des conflits. C'est juste là où est le fait qu'on devient médiateur agréé. Donc, on doit répondre à plusieurs formalités. Normalement, j'essaie de limiter donc la référence à des articles du code judiciaire ou des lois euh, en général, mais là, je pense quand même qu'il y a lieu de quand même lire l'article dans le code judiciaire, vu qu'en en fait, il y a tous les éléments euh, qui sont clés dans le cadre d'une médiation. Donc, qu'est-ce qui est inscrit dans l'article 1723-1 du code judiciaire? La définition est ainsi. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation euh, volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution. Voilà en fait quelle est la médiation, mais bien évidemment, vous comprenez que les termes qui sont dans cette petite définition euh, doivent être expliqués dans les slides suivants. En premier lieu, la médiation est volontaire. C'est quand même important. Et la volontarité, en fait, a une double signification. En premier lieu, en fait, c'est le fait que les parties qui sont invoquées dans une médiation, ils ont le choix d'appliquer ou non la médiation. Cela peut intervenir à n'importe quel instant. Donc, ce qui est possible, c'est quand on pense à la médiation avant qu'on introduise un dossier devant les cours et tribunaux compétents. C'est également possible quand on a déjà opté pour une procédure auprès des tribunaux. Et c'est en fait ce qu'on voit, nous, dans la pratique souvent, c'est que des parties introduisent donc dans le cadre d'un conflit entre un dossier auprès du tribunal qui est compétent, mais qu'ensuite on voit en fait, bon, est-ce que un jugement apportera-t-il nous toutes les conséquences qu'on veut dans une discussion? Et là, on se réalise, bon, ce n'est pas le cas, et on pense là, à ce moment-là, à la médiation. Mais c'est également possible après qu'un jugement a été rendu par le juge
Euh, donc, bon, pour vous dire, on peut l'appliquer à tout instant. Souvent, c'est à la suggestion d'un avocat, d'un conseiller ou un tiers qui va essayer de persuader son client à penser à la médiation. La médiation est donc le caractère volontaire, en fait, a une double signification dans le sens où les parties ne peuvent jamais être obligées à effectuer une médiation. Donc, on est libre de venir à table, mais on est aussi libre de quitter la table. Donc, c'est tant pour les parties que les médiateurs. Donc, si le médiateur constate, bon, je constate qu'il n'y a aucune volonté des parties, aucun engagement afin de trouver une solution, bah, le médiateur peut tout simplement quitter la table. Donc, voilà. On pourrait se demander, bon, est-ce que la médiation a-t-elle un caractère parfois obligatoire? Euh, on pourrait dire oui, étant donné qu'il y a des contrats où on prévoit des clauses qui rendent obligatoire la médiation ou une ordonnance du tribunal dans des matières bien spécifiques. Donc là, on pourrait dire oui, la médiation est obligatoire, euh, mais pas vraiment, dans le sens où on doit vous informer du fait que, bon, on peut être obligé à entamer une tentative de médiation, mais on peut pas être obligé à mener ça à une bonne fin, en fait. Donc, on ne peut pas obliger les parties à trouver un accord entre eux dans le cadre d'une médiation. Donc, si on demande est-ce que la médiation est obligatoire dans certains cas, la réponse serait oui, mais pas vraiment. Le deuxième élément clé, et je pense que c'est là où est tout le succès de la médiation, c'est qu'un processus de médiation est confidentiel. C'est fixé par la loi dans le code judiciaire. Et cela a pour conséquence que tous les documents, toutes les communications qui sont faites dans le cadre de la médiation détiennent un caractère confidentiel, euh, dans le sens où elles ne peuvent pas être utilisées ensuite. Donc, si la médiation devrait aboutir sans accord entre parties et qu'ensuite on se retrouve auprès du tribunal, on ne peut pas utiliser ces pièces-là. Euh, Vous comprenez bien évidemment que ceci est très important pour les parties parce que les parties doivent oser et pouvoir parler librement. C'est que d'une façon telle, en fait, qu'on va voir où sont les vrais conflits, où est la base du conflit, quels sont les intérêts, etc. Si un caractère confidentiel ne serait pas garanti, vous comprenez que les parties ne vont jamais tout mettre sur la table. Ensuite, il y a aussi donc le fait qu'il y ait certaines parties, je pense entre autres à des avocats, mais également des autres professions libérales, sont tenues par le secret professionnel. Il y a le protocole de médiation. Donc, avant de commencer un processus de médiation, mais Olivier va vous l'expliquer également, on soumet aux parties un protocole de médiation, en fait, dans lequel on va expliquer aux parties que signifie la médiation. Et on va, entre autres, donc porter l'attention sur le fait que les communications et les documents sont confidentiels. Que faire avec des tiers et des experts? Parce que, bon, des médiations peuvent porter sur des discussions qui sont assez techniques, par exemple dans le bâtiment, sur des bilans, par exemple. Et là, on pourrait demander l'assistance d'un tiers ou d'un expert. Ben là, c'est certainement possible et on va même l'encourager qu'ils sont présents à la table. Comme ça, les parties peuvent prendre avec connaissance des choses une décision. Mais là, on va en fait demander qu'ils signent un accord de non-divulgation où ils sont tenus par un secret professionnel, ce qui est par exemple le cas pour les réviseurs d'entreprise. Ensuite, il y a l'autonomie des parties et je pense que là aussi, on voit un élément qui explique en partie le succès de la médiation. C'est le fait que les parties s'approprient et gèrent leurs conflits. La résolution par la médiation n'est pas possible si les parties ne sont pas engagées. Donc, on va demander aux parties qu'ils sont à table de manière constructive. On va souvent déjà le mentionner dans le protocole, mais également lors des premiers entretiens avec toutes les parties. Euh, et en fait, si les parties n'ont pas d'engagement, ou même, ou si dans le pire cas, ils ont des intentions malveillantes, euh,
une médiation ne vaut pas la tentative, en fait, parce que la solution et les options d'une solution doivent venir des parties. Et le rôle du médiateur, et je pense que c'est quand même un rôle assez important, c'est de vérifier l'engagement. Et même, donc, si on voit en fait qu'une des parties n'est pas constructive, on va bien évidemment pas le dire à table où les autres parties sont présentes, mais on peut appeler les parties en caucus. En fait, c'est un tête-à-tête avec une des parties qu'on va effectuer, dont le contenu est bien évidemment hyper confidentiel également. Mais là, en fait, on peut leur rappeler à l'ordre. Euh, et dans certains cas, un caucus est également demandé par l'une des parties avant de vous demander des questions ou avoir plus de contexte. Et là, on voit donc le troisième élément de la définition qu'on donne dans le code judiciaire, c'est on doit être indépendant, impartial et neutre. Ce sont des caractéristiques qui sont très importantes, bien évidemment, et auxquelles le médiateur doit veiller. L'indépendance, en premier lieu, il s'agit là d'une dépendance financière ou économique qui doit être absente à l'égard de l'une ou de l'autre des parties. Je pense que ça parle pour lui-même. L'impartialité, c'est le fait qu'on n'a aucun attachement personnel ou émotionnel à l'une ou l'autre des parties. Là, c'est déjà une question qui est plus difficile, dirais-je, vu que bon, l'attachement n'est pas tout le temps direct. On peut avoir une préférence pour l'une ou l'autre partie. On peut trouver qu'une partie est plus sympathique que l'autre. Ou, par exemple, si on fait partie d'un club de sport ou n'importe quoi et qu'on connaît une personne de loin, cela peut déjà être assez pour l'autre partie de dire, bon, je pense que vous, monsieur le médiateur, n'êtes pas impartial dans cette discussion. Donc là, il faut être assez veillant. Et si l'on pense, donc en tant que médiateur, que l'impartialité pourrait être entachée, euh, il suffit ou il suffit pas, mais donc on doit en informer les parties qui sont à table avant qu'on commence les discussions. Et si on vous donne un accord, bon, on peut continuer. Si l'une des parties estime que vous n'êtes pas impartial et que cela pose problème dans la médiation, bah, en fait, là, votre rôle de médiateur s'arrête déjà. Mais donc, c'est un conseil qu'on vous donne, c'est de tout le temps le mentionner avant que les discussions approfondies commencent. Ensuite, il y a la neutralité. Et en fait, là, c'est encore une fois l'engagement des parties qu'on attend. Donc, le médiateur, on devrait plutôt le regarder comme, ou le cataloguer comme un architecte, en fait, qui va essayer de mettre ensemble les parties et d'examiner la possibilité d'un accord entre eux. Mais ce que ne fait pas les médiateurs, c'est de donner des avis, des conseils, oui ou non juridiques. Il ne peut pas exprimer des préférences à l'une ou l'autre solution, mais on veut bien, au contraire, entamer une discussion qui est ouverte, où les parties, en fait, vont chercher une solution entre eux. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important. Les médiateurs n'est pas là pour vous donner une solution. C'est les parties qui vont le faire elles-mêmes avec une certaine créativité. Voilà, donc là, je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans les sens là. Donc là, on vient au troisième présentation et je laisse la parole à Olivier. Merci, Jérémy. Merci beaucoup pour cette première introduction. On en vient donc à expliquer un peu comment se passe le processus de la médiation. Tu peux peut-être passer au slide. Voilà, merci, Jérémy. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? Ben, d'abord, ça demande souvent le courage, du courage d'une des parties qui va rechercher un médiateur. Alors, dans la pratique, au premier contact que j'ai avec un client qui est dans le désarroi, c'est l'écouter, mais l'écouter très brièvement. Et alors, essayer de le motiver à prendre lui-même l'initiative, à contacter l'autre partie. C'est pas toujours faisable dans la pratique. Des fois,
on demande vraiment au médiateur de reprendre cette initiative. Donc, dans ce cas-là, ben, j'essaierai de contacter l'autre partie. Ce qui est important dans cette première phase préalable, c'est de bien éviter de rentrer dans les détails du conflit. Donc, on essaie vraiment de se limiter à comprendre pourquoi on est suscité. Euh, et puis vient la seconde phase, enfin la première session, on va dire, donc la première phase de la médiation. On distingue au fait 3 phases dans une médiation, dans un processus de médiation. Dans la première phase, dont je vais vous expliquer maintenant. Euh, donc la première phase, ben, elle consiste d'abord à réunir les parties, à les mettre à l'aise, ce qui n'est pas toujours évident puisqu'ils viennent là avec leurs inquiétudes et bah, ils se sont des fois pas parlé depuis de bon bout de temps, donc c'est pas toujours évident. On essaye aussi, comme médiateur, moi j'essaie toujours de trouver un cadre agréable, propice à la réflexion. Hem, Puis vient le moment en fait où dans la phase, en fait, ce que je recherche moi en pratique, c'est, de retrouver une réponse positive à 4 questions dans la première phase, étant de savoir, un, si les parties sont volontaires, hein, comme Jérémie l'a bien exposé là tout de suite. Essayer de bien comprendre s'il y a un conflit et quel est le conflit. Donc ça, c'est mon deuxième souci. Troisièmement, c'est de savoir si les parties sont disposées à solutionner leur conflit avec un processus de médiation et également, au final, de bien être convaincu que les parties sont disposées à me donner la confiance nécessaire pour entamer ce processus. Euh, Dans la première phase, on va comme médiateur, donc d'abord expliquer qu'est-ce qu'est une médiation, hein, ça, Jérémy vient de vous l'exposer, mais on va surtout essayer euh, de bien mettre un cadre. Donc ça veut dire comment on va parler entre nous, quel va être le temps de parole, euh, quelles interventions éventuellement je ferai pour soigner ce cadre et pour veiller à ce que ce cadre soit bien respecté. On va parler, comme Jérémy vous l'a exposé, du protocole, hein, qui est au fait le document final dans lequel on va fixer le taux horaire, par exemple, le nombre de sessions, donc tout ce qui est plutôt pratique à la médiation. Et puis alors, on viendra assez rapidement vers la définition, l'analyse du conflit. Essayer déjà dans cette phase-là de bien définir quel est le conflit, aller déjà chercher ce qui est sous-jacent, euh, déjà même dans cette première phase-là, parce que ça, c'est nécessaire pour pouvoir rentrer dans la deuxième phase. Et puis alors, bon, il va de soi d'essayer de bien comprendre la volonté des parties. Est-ce qu'ils sont vraiment disposés à rentrer dans cette médiation ou bien est-ce qu'ils sont là par des intérêts, on va dire peut-être plus juridiques, d'essayer d'avoir des informations pour aller en justice par après. Donc là, c'est vraiment un questionnement que je fais pour m'assurer qu'on est bien dans une phase de médiation. Et puis alors, comme disait Jérémy, c'est très important de s'assurer que les parties ont la volonté de me donner confiance, parce que si, comme a expliqué Jérémy là tout de suite, il se fait qu'une des parties a déjà eu l'occasion de me rencontrer dans un autre cadre, ça peut poser un problème. Ce que je fais aussi, c'est toujours bien expliquer les contacts qu'il y a déjà eu au préalable. Pour là aussi éviter qu'une des parties essaye d'utiliser ce contact préalable comme remise en question de ma neutralité. Alors, on en vient à la deuxième phase, la médiation, qui est d'habitude la deuxième session. Euh, Là, on va essayer surtout de se concentrer sur comment faire redémarrer le dialogue entre les parties, hein, puisqu'on voit dans une première phase que les parties vous regardent en face, hein, ils me regardent en face, ils ne se regardent pas, ils discutent l'un à côté de l'autre, mais pas ensemble. Et là, ça va d'abord être surtout un questionnement aussi un peu en fonction du conflit qu'on a en face de soi, parce qu'on distingue deux sortes de conflits. On a les conflits chauds, les conflits froids. Les conflits chauds, ben, ça parle pour soi, c'est plus des conflits émotionnels, genre père-fils, qui ont une société ensemble, qui sont actionnaires ensemble et qui se connaissent bien aussi en privé ou en contexte familial. On va plus vite passer dans un conflit chaud avec des émotions et d'autres comportements à table. Un conflit froid, ça peut être un conflit entre associés
vous avez deux gens qui se taisent. Vous voyez, déjà rien qu'un silence, ça peut des fois donner une autre dynamique à une table ronde. Mais donc là, ça, c'est au médiateur à ce moment-là, c'est en tout cas ce que je recherche toujours, c'est de poser les bonnes questions. Alors on peut poser la question, quelle est la raison, par exemple, ou les intérêts qu'on a, qu'est-ce qui fait qu'on est ici. Essayer des fois de questionner comment c'était avant, hein, retourner au passé, voir qu'est-ce qui marchait bien ensemble avant et pourquoi ça marche plus maintenant. Quel était l'incident qui a fait qu'on est dans un conflit et comment est-ce que la partie s'est sentie à ce moment-là. Tous des questionnements où on essaye un peu de refaire comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi d'essayer que les parties se comprennent, essayer de trouver un intérêt commun, hem et essayer de bien ressentir ce que l'autre partie, ressent et pourquoi on est en médiation. Alors tout ça, ça mène à souvent des propos qui ne se retrouvent pas dans des jugements judiciaires, hein. Quand un juge, prononce un arrêt ou un jugement, ben, il se limite naturellement à tout ce qui est légal. Mais par exemple, les intérêts familiaux, les intérêts de l'entreprise, tout ce qui nous touche tous au quotidien et qui font qu'on est qui on est, ben ça se retrouve pas, dans tous ces jugements. Donc c'est là l'intérêt à mon avis aussi d'une médiation, c'est de retrouver une base d'entente, chercher une harmonie et essayer de joindre, la raison, les sentiments et les intérêts de chacun. Donc on cherche vraiment une compréhension mutuelle. Il arrive par exemple de temps en temps que je fasse déplacer les participants, je les fais changer de chaise en leur demandant: «Ben voilà, tu es assis là maintenant, comment est-ce que tu vois les intérêts de la partie adverse? Qu'est-ce que tu ressens?» Donc on essaye vraiment, vraiment d'aller voir dans le sous-jacent. Et puis, il arrive une phase où le médiateur va sentir, ou en tout cas questionner les parties, en demandant est-ce qu'on vous êtes disposés à aller plus loin, hein? Est-ce que vous sentez qu'on est resté assez longtemps dans cette phase-ci? Est-ce qu'il y a une confiance, pour aller plus loin? Ce qui amènera, dans les meilleurs des cas, vers une phase 3 qui est on va dire la phase, plutôt, on va dire pratique et la phase de solution, où là le médiateur, va essayer d'instaurer une certaine créativité. Il va essayer, par exemple, en utilisant un brainstorming, essayer de voir quelles solutions sont possibles, chaque fois en veillant à ce que les solutions amenées rentrent dans un intérêt commun, parce que c'est là, en fait, vers quoi on veut aller. Il va inciter les parties à se prospecter vers un futur commun ou un futur ordre, enfin pas commun, mais en tout cas vers un futur et quel serait le meilleur futur qu'ils pourraient avoir. Hem, c'est aussi la phase où éventuellement, comme Jérémy disait là tout à l'heure, on peut consulter des experts à ce moment-là, qui vont peut-être, pouvoir donner une solution auquel on n'avait pas encore réfléchi. Mais ici aussi, ce qui est très important et Jérémy l'a souligné, c'est pas au médiateur à apporter des solutions. Il est là vraiment comme point d'ancrage pour, d'une part, bien cerner le cadre, voir que les process soient respectés, qu'on n'aille pas trop vite non plus en phase 3. Donc ça, c'est un petit peu, ce que moi j'essaye toujours de bien sentir. Est-ce qu'on est déjà dans une phase, de solution? Parce que c'est la phase aussi où on va inciter les parties à un certain moment à inscrire leurs solutions dans un protocole, qui pourrait être homologué ou pas, ça c'est une autre discussion. Mais naturellement, dès qu'on commence à prendre la plume, ben, on peut se rendre compte qu'on n'est peut-être pas encore sorti de l'auberge et que, des nouveaux intérêts ou des intérêts qui n'avaient pas encore été exprimés auparavant, remontent à la surface. Donc à ce moment-là, ce sera un nouveau médiateur de questionner les parties, mais surtout de peut-être retourner et de remettre une pause, hein, dans la médiation, hein, ce qui arrive souvent. On essaye aussi de prévoir des pauses de 1 ou 2 semaines entre chaque phase, justement pour permettre, la réflexion. Donc voilà, je crois que j'ai en quelques mots, expliqué, comment ça se passait. Je crois que si je vois le slide, je crois que voilà.
peut-être qu'on peut passer au point suivant, Jérémy, un petit peu. Ah oui, c'est le pôle maintenant. Donc, ce que j'ai peut-être oublié de dire pendant que vous inscrivez sur le pôle, donc est-ce qu'une médiation peut être obligatoire? Donc, voilà, c'était merci Sophie. Donc, la première question sur le pôle, avez-vous déjà pris part à une médiation? Ce que j'ai peut-être oublié de dire dans mon exposé, c'était que ce qui est aussi possible, c'est d'avoir de la co-médiation. Donc, on peut par exemple prévoir que deux médiateurs soient présents. Ça peut être enrichissant parce que dans des conflits très complexes, je vois que ça donne des dynamismes différents. Ce qui est aussi important, mais ça, Jérémy l'a dit, c'est qu'on peut se faire assister par son avocat hein, lors d'une médiation. Quand c'est le cas chez moi, je demande toujours à l'avocat d'avoir plutôt une position passive au départ, en tout cas, euh, pour être là pour écouter et pour après ça soutenir son client si nécessaire. Voilà, je vois qu'on a eu des réponses déjà. Il y a donc 76% qui n'a pas encore été en contact avec la médiation. Ben, j'espère qu'après ce webinaire, vous serez convaincus que la médiation a son importance et c'est certainement un sujet d'actualité. Donc voilà, j'espère que Jérémy et moi-même vous aurons incité et contaminé avec notre enthousiasme sur la médiation. Je propose de passer au prochain point qu'on allait faire ensemble, Jérémy. Tu peux peut-être l'introduire et Ouais. Attends, donc j'ai à nouveau un souci avec la présentation. je vous avoue que je suis assez interpellé parce que 76%, ça veut dire que c'est vraiment encore un processus qui demande à être connu. Euh, donc voilà, je crois que entre-temps, le point 4 est lancé. Donc, dans un quatrième lieu, on va vous parler donc des avantages de la médiation, parce qu'on peut bien vous expliquer quelle est la médiation et vous donner un exposé technique, théorique. Mais ce qui importe les gens, c'est bien évidemment quels sont bien les avantages d'une telle procédure. Euh, je pense que le premier point est assez important quand même, c'est le fait que la solution est entre vos mains. Et là, en fait, on voit que c'est une grande différence par rapport à des procédures qui sont portées en justice où on applique un processus d'arbitrage parce que c'est également une possibilité de résoudre votre conflit. Mais là, en fait, on va donner une confiance complète à un tiers qui ne connaît pas tous les détails, qui ne connaît pas tous les inquiétudes, les intérêts, comme l'a expliqué Olivier. Là, on va se limiter en fait à un cadre légal. Est-ce qu'on entre dans la loi, oui ou non? Et le juge va vous donner une solution, entre guillemets. Il va en tout cas vous donner une décision. Et là, on voit en fait dans la pratique que les gens, souvent, un jugement, même si on gagne, hein, euh, euh, ça ne porte pas une satisfaction complète en fait, parce qu'on est assez limité. Euh, donc, le deuxième avantage que nous avons repris sur la présentation, c'est qu'il y a plus de possibilités. Parce que là, en fait, on demande d'une part aux parties d'être engagées, d'être créatifs également dans les solutions. Et c'est là, en fait, où on voit le plus grand avantage, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin de ce qu'on pourrait faire dans une procédure en justice, où on va se limiter à des infractions qu'on a commises, à des fautes qu'on a faites dans le cadre d'une administration, etc. Euh, Tandis que dans un accord de médiation, on peut trouver des solutions qui sont créatives mais qu'on ne va jamais reprendre dans un jugement ou dans un jugement dans le cadre d'un arbitrage. Donc, je pense que c'est là deux grands avantages. Je vais peut-être donner le troisième également, vu que ça me concerne quand même. C'est les longs délais d'attente dans les tribunaux. Je pense que vous avez déjà tous entendu au journal ou vous l'avez lu dans les journaux. Les délais d'attente sont quand même assez catastrophiques, certainement à Bruxelles, si je puis dire. Euh, où on peut, en fait, dans la plupart des cas, même aller en première instance et ensuite faire appel. Donc, il y a une incertitude pendant une longue durée.
Et il y a également l'incertitude de la décision. Donc, on attend la décision pendant euh, un temps assez long, et ensuite, on ne sait pas que va décider le juge. Donc, vous êtes porté à sa connaissance, à son avis. Tandis que quand on regarde la médiation, d'un cas, vous êtes donc le maître de votre litige, mais dans 70% des cas ou 70% des cas, on voit que les discussions sont résolues en 5 heures de médiation environ. Donc, vous comprenez que la médiation, en termes de rapidité, bat clairement les procédures qu'on porte devant les tribunaux et les cours en Belgique. Le quatrième, je vais peut-être le laisser à Olivier. Merci Jérémy. La quatrième, confidentialité, ben, on n'a pas toujours envie que les conflits soient portés à la connaissance de tout le monde, hein. Donc, c'est pas toujours. On sait très bien que les jugements sont publiés. Donc, certaines parties préfèrent ben, qu'un conflit reste entre nous, hein. Comme disait Jérémy, les parties sont propriétaires de leur conflit, hein, ce qui n'est pas le cas quand on soumet ça en justice et ils sont experts dans leur conflit. Donc, ça aide énormément. La durabilité, ben, c'est surtout essayer de trouver une nouvelle harmonie, hein. On l'écrit aussi dans le slide, c'est de trouver une harmonie entre les parties, un futur qu'on se voit ensemble ou pas ensemble, hein. C'est pas toujours que c'est pas toujours une solution non plus de rester ensemble. Donc, on essaiera toujours de trouver une bonne harmonie. Euh, une mise en œuvre harmonieuse, comme on l'a repris dans le slide, et puis avant la possibilité de faire une homologation. Ça, Jérémy pourra peut-être encore juste l'expliquer, mais c'est certainement quelque chose de très, très bien qui fait, comme disait Jérémy, que les choses peuvent aller beaucoup plus rapidement. Alors, on cherche une solution globale au problème très complexe. J'ai peut-être juste envie de faire une petite aparté là-dessus parce qu'on oublie souvent qu'il y a un service de la conciliation fiscale. Et à mes yeux, c'est un service qui est méconnu. Euh, je voulais juste vous le mettre ici aussi parce que moi, personnellement, j'ai des très bonnes expériences avec ce service fiscal. Je vous conseillerais de vraiment parler avec vos experts fiscaux. Ce service s'appelait auparavant médiation fiscale, c'est maintenant la conciliation. On peut se poser la question si ce service est vraiment neutre, puisque ces personnes sont payées par le fisc. Mais je vois qu'en pratique, ils sont très, très disposés à trouver une solution, et surtout en tout ce qui est amende et majoration d'impôts, on arrive à avoir des très bonnes solutions. Peut-être, Jérémy, juste reprendre le point sur l'homologation, qui est plutôt ton domaine. Merci, Olivier. Euh, donc, avant de commencer sur l'homologation, en fait, quand on aboutit à un accord de médiation, on voit que souvent cet accord-là, vu qu'on l'a négocié entre parties ou on a mis tout sur la table, en fait, on voit que bon, un accord en 99% des cas va être exécuté conformément. Euh, mais dans le cas où une des parties serait, bon, ferait la tête dure ou est vraiment de mauvaise foi, on pourrait demander l'homologation. En fait, c'est qu'on va soumettre donc l'accord de la médiation qui a été signé par le médiateur agréé au tribunal. Et là, on voit un grand avantage de l'accord de médiation, en fait, c'est qu'un juge, dans ce cas-là, va juste mettre son cachet dessus et vous avez un titre exécutoire. Et c'est là où, en fait, on diffère quand même substantiellement d'une simple convention transactionnelle ou d'une transaction. C'est, bon, dans le cadre d'une transaction au sens du Code civil, quand l'une des parties ne respecte pas ses obligations, on va reporter cette discussion devant les tribunaux et on va en fait réexaminer tout le conflit qu'il y a eu entre les parties, tandis que dans le cadre d'un accord de médiation qu'on fait homologuer, en fait, le juge ne va pas réexaminer tout le conflit entre les parties, il va juste mettre son cachet dessus et ensuite on a un titre exécutoire qu'on peut faire exécuter de manière oui ou non forcée avec l'intervention oui ou non d'un euh, euh, huissier de justice. Voilà. Il y a des fois, je cherche mes mots. Donc, bon, je pense que c'est quand même
un avantage qui est assez important et qui devrait aussi donner, une conviction ou plus de certitude aux parties qui participent à la médiation. C'est le fait que, bon, si on aboutit à un accord, on dispose d'un instrument assez fort. Voilà, donc là, il y a une deuxième question, Paul, afin d'examiner si vous avez bien porté attention. Alors, qu'est-ce qu'une médiation? Est-ce qu'une médiation peut être obligatoire? On voit les les hésitations. OK, je crois que ça c'est assez clair. On a des participants attentifs, Jérémy, c'est très chouette à voir. Oui. Voilà, voilà. 75, c'est toujours volontaire, mais le juge peut l'ordonner. Heu, Très bien, OK. On peut peut-être passer à la prochaine phase alors? Alors on va voir si on reste toujours, calé avec notre petit problème technique. Ça va passer cette fois-ci? Ah, OK. On vient à la partie financière. Alors le coût de la médiation, ben, on vous dira que ça dépendra de la complexité de la situation, hein, la durée de la procédure. Je vous ai expliqué là tout à l'heure qu'on a 3 phases dans la médiation et que, ben, on ne sait jamais très bien combien de temps on va rester dans la phase 2, on va dire. La pratique, les taux horaires, varient, suivant la notoriété du médiateur entre 150 € et on va dire 300 €. La durée, c'est comme, je vous dis, ça dépend un peu de la complexité. Est-ce qu'on va certainement aussi faire appel à des experts? Est-ce qu'on va attendre également leurs conclusions? Qu'est-ce que ça va de redonner comme dynamique une fois qu'on aura ces expertises, qui seront soumis aux parties? Bon, il existe des statistiques qui disent qu'une médiation, ça peut durer entre 3 et 4 mois ou enfin entre 3 et 8 mois. Ça restera toujours encore plus court qu'une, qu'une procédure judiciaire. Hem, mais voilà, c'est et comme l'expliquait Jérémy, le fait de pouvoir homologuer cette décision ou l'accord a beaucoup plus d'avantages, et pourra aussi avoir des effets sur l'exécution par après. Alors ce qui est quand même bien à savoir, c'est que la coutume veut, mais c'est pas non plus une obligation, c'est que les coûts du médiateur soient partagés, par moitié. Et comme je vous l'expliquais, ben, bon, les taux horaires, à mon avis, sont pas très différents des taux horaires, d'un avocat. Par contre, la procédure, ben, elle est tout à fait autre où il y en a pas, et se veut, donc moins longue et donc, on va dire quand même plus restreinte, et comme je le disais, bah, quelque part, les parties sont aussi propriétaires de leur conflit donc, c'est aussi, ça peut aussi jouer lors d'un processus de médiation, se dire: «Oui, mais bon, on va quand même essayer de conclure parce que ça coûte aussi». Voilà, je sais pas, Jérémy, si tu as encore quelque chose à rajouter sur ce point-là? Rien de spécial? Bah, alors je pense qu'on peut peut-être passer au prochain point qui est à mon avis déjà les questions-réponses. Hem Je voulais peut-être juste avant de passer aux questions-réponses, comme je vois quand même que 75 des participants n'ont pas vraiment de connaissance de la médiation, je vais peut-être juste encore préciser qu'il existe 3 domaines, dans le processus de médiation. Donc il y a la médiation familiale, il y a la médiation commerciale et civile, dont, moi-même et Jérémy, avons suivi la spécialisation et donc dans lequel on est spécialisé. Et puis il y a la médiation sociale qui est, donc, tout ce qui a trait avec, on va dire dans le cadre, de contrats de travail, et d'entreprise entre employeurs et employés. Donc ça, c'est les 3 domaines. Donc vous pouvez, suivant le domaine du conflit, alors rechercher, sur le site, la Commission fédérale de médiation où vous avez une liste, de tous les médiateurs agréés et leur spécialisation. Donc ça peut être très utile. Une des questions qui avait été posée, préalablement à ce webinaire
était de savoir s'il y avait des différences régionales, pardon. À ma connaissance, il n'y en a pas, hein, puisque c'est une matière droit civil. Maintenant, la Belgique, on ne sait pas naturellement si un jour ils vont régionaliser la justice, mais pour l'instant, peut-être que Jérémy pourra faire une remarque là-dessus, mais pour l'instant, en tout cas, c'est une matière fédérale. Et donc, il n'y a pas de distinction, à ma connaissance, entre régions. Voilà, ça, je voulais encore vous préciser. Je ne sais pas si Jérémy, tu as encore une précision à donner. Oui, donc je vois qu'il y a quelques questions. Donc la première question, est-ce commune aux trois régions? C'est en effet une matière qui est fédérale à cet instant, vu que c'est repris dans le code judiciaire. Ensuite, donc, il y avait une question concernant euh, les, les tribunaux qui peuvent ordonner euh, une médiation. Je vais vous donner l'article par email parce que je ne connais pas par cœur, mais en règle générale, en fait, les juges peuvent l'ordonner à chaque fois, en fait, hein. Donc, on peut demander aux parties, les tribunaux peuvent demander aux parties d'entamer une médiation, au moins d'entreprendre une tentative à une telle médiation. Euh, Ce qu'on voit aussi dans les tribunaux, c'est que l'attention ou l'intérêt à la médiation euh, est en train de croître, vu que même au sein des tribunaux, on organise même des chambres bien spécifiques qui sont organisées pour la médiation. Et là, en fait, on va suivre un processus un peu spécial où le tribunal va nommer un médiateur. Et là aussi, il est important de mentionner le fait que si l'une des parties euh, serait invitée à table pour une médiation, mais qu'elle dise, bon, moi, je ne suis pas intéressé par la procédure de médiation, le médiateur qui a été nommé dans ce cadre-là ne peut pas informer le tribunal qui des deux parties, par exemple, a, bon, a rendu difficile ou rendu impossible la médiation. Donc là, il doit rester neutre. Il doit informer le tribunal du fait que la médiation n'a pas eu lieu, mais ne pas informer en tout cas quelle partie n'a pas démontré un engagement, on va dire, dans le cadre de la médiation. Donc, je vois aussi qu'il y avait une question. Donc, si l'une des parties veut rentrer en médiation, c'est quelque chose qu'on peut proposer, hein, donc au tribunal. Et là, en fait, les juges sont assez sensibles à ce point-là. Et c'est un peu au niveau, allez, c'est inspiré, en fait, je dirais, au niveau anglo-saxon, où dans le cas où les parties ne seraient pas engagées à au moins envisager une médiation, sont en fait à la suite pénalisées. Vu que, bon, en Angleterre, c'est les parties qui n'ont pas engagé, qui n'ont pas tenté une médiation sont d'office condamnées aux frais de justice. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait être instauré peut-être en Belgique, je sais pas. Mais c'est clair que bon, les tribunaux en Belgique sont sensibles à la procédure de médiation et l'appliquent de plus en plus. Voilà, oui. Euh, Peut-être que je voudrais encore, je ne sais pas s'il y a encore des questions, je regarde chez Sophie, non, je voudrais peut-être encore juste compléter un point qui, à mon avis, n'a pas encore été relevé lors de ce webinaire, c'est sur le coût de la médiation. Bon, il se peut que, enfin, c'est le cas, en tout cas, ça a été le cas, je vais m'exprimer correctement, sur le fait qu'il y a eu des subventions qui ont été octroyées, en tout cas en région bruxelloise et en région wallonne, dans le cadre d'entreprises en difficulté, où on voit que, en tout cas après le Covid, il y a eu des subventions qui supportaient jusqu'à 75% des frais de médiation pour des entreprises qui pensaient peut-être passer en PRJ. Euh, et donc, il existe également un service ou une subsidie semblable en région bruxelloise pour tout ce qui est médiation de crédit. Donc, on pense par exemple à une personne qui désire trouver un accord avec son banquier ou avec un créancier. Donc voilà, il existe des subsides certainement en région bruxelloise et wallonne. J'ai demandé à notre service Grants, donc spécialisé dans tout ce qui est subsides, d'examiner encore s'ils étaient toujours encore valables ou si c'était uniquement dans le cadre du Covid. Ils m'ont dit qu'ils me reviendraient. Donc
on va vous répondre sur cette question-là également quand on vous enverra les slides. Donc voilà, c'était une précision en tout cas que je voulais encore apporter. Je ne sais pas s'il y a encore eu des questions. Je crois que c'est peut-être plus pour toi, Jérémy, cette question-là. Donc c'est bonjour, en matière de médiation judiciaire, y a-t-il des critères sur base desquels le juge belge peut soumettre un litige à la médiation? Non, il n'y a pas de critères spécifiques en fait, hein. Donc, donc les juges peuvent leur donner en fait à chaque instance. Donc, il suffit en fait que le juge ait d'avis qu'un conflit qui lui est porté devant lui serait plutôt au mieux l'objet d'une médiation. Donc là, il peut poser la question. Si la réponse est positive des parties, on peut commencer une procédure de médiation, mais il n'y a pas de critères pur et dur ou simple afin de déterminer si une certaine discussion doit être portée devant une médiation. Je pense que c'est le juge qui décide, c'est dans son expérience et souvent on va le voir dans des problématiques qui sont assez complexes comme je vous l'ai dit, dans le cadre de litiges entre administrateurs au sein d'une société, entre actionnaires, où souvent on voit que on porte un certain conflit devant le tribunal, mais souvent il y a un contexte qui est beaucoup plus vaste que le conflit en concret. Donc là, je pense que c'est un peu l'expérience du juge qui va parler. Voilà, donc comme Jérémy vous l'a, je regarde s'il y a encore eu des questions. Non, il n'y a plus de questions qui sont entrées. Comme Jérémy vous l'a exposé donc au début à l'introduction, on va vous envoyer les slides. Si entre-temps vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Moi et Jérémy, on est là pour vous entendre et vous écouter. Sachez aussi qu'entre-temps, la cellule médiation au sein de MORE est déjà composée de 8 personnes, hein, comme Jérémy l'a expliqué, aussi bien des avocats que des réviseurs d'entreprise. Et j'entends qu'il y a encore d'autres collègues qui vont bientôt également avoir leur agrégation. Donc voilà, on est là pour vous aider et ce fut en tout cas déjà un plaisir de pouvoir faire ce webinaire ensemble et je vous remercie pour votre attention et surtout je remercie Sophie et Julia pour nous avoir assistés lors de ce webinaire. C'était très plaisant de vous avoir à nos côtés. Donc un tout grand merci à vous deux du marketing. À tout bientôt.